Ça commence souvent comme un rêve. On est enfin deux, on va s'aimer, se faire confiance et fonder une famille pour la vie. Tous les ans, plus de 250 000 mariages sont célébrés en France, 150 000 PACS sont signés et 800 000 naissances déclarées. Des bonheurs familiaux que l'on voudrait éternels, mais qui finissent parfois en miettes dans le cadre peu romantique des tribunaux. Quand la machine judiciaire se déclenche et pénètre dans la vie privée, le choc peut être violent. D'un côté, il y a les juges, la loi, le rationnel, la rigueur des textes, le principe de réalité. De l'autre, les familles, les émotions, les contradictions, les passions de chacun. Pour comprendre comment se produit ce face-à-face, nous avons passé plusieurs mois au tribunal de Bordeaux. À 28 ans, Benoît, marié, sans enfant, s'apprête pour la première fois de sa vie à franchir le seuil d'un palais de justice. 2 mois auparavant, il a déposé une requête de divorce auprès du tribunal. Aujourd'hui, c'est la première étape de cette rupture annoncée. Comment vous sentez-vous? Stressé. Stressé. Pourtant, je connais le résultat, mais c'est le fait de passer au tribunal. Stressé. Ben, en général, un divorce, les gens ne pleurent pas, quoi. Surtout un divorce à l'amiable, bon, ils ne pleurent pas. Divorce, ils savent ce qu'ils font. Nous aussi, on sait ce qu'on fait, mais c'est pareil, il y a une histoire derrière, et puis voilà. Comme au jour de son mariage, Benoît attend donc sa femme en haut des marches. Sauf que cette fois, on n'est pas à la mairie, mais au palais de justice. Et ils sont seuls, il n'y a pas d'invité. J'ai déjà craqué, toi. Hein? Elle est là, ton avocat. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais vous avez peut-être pris un étage, Ramon, et maintenant là-haut. Putain. Hein? Ouais, bah ouais, moi je vais y aller aussi, de toute façon, on va y aller. Pardon. C'est ici? Dans cette première audience, dite de conciliation, les deux époux doivent confirmer devant le juge leur volonté de se séparer. Ah non, non. Moi, il y avait le nom. C'est tout. Écoute, d'abord, il nous voit tout seul. Hein. Ah bon? La juge me voit moi toute seule et toi tout seul après. Ah bon? Ouais, pour être sûr, elle va nous poser la question si on n'est pas contraint de divorcer, si on est vraiment sûr. Sophie Vigneault est juge aux affaires familiales. Elle reçoit près de 20 couples par jour. Caroline et Benoît sont les 10e d'une longue liste. Elle ne connaît rien de leur histoire. Elle a seulement quelques minutes pour lire leur dossier avant de les rencontrer. Alors, monsieur, madame, papa, est-ce que tout le monde est là? Oui, tout le monde est là, madame. Tout le monde est présent. Donc j'entends monsieur en premier. Monsieur? Oui. Alors, monsieur, vous avez déposé une requête aux fins de divorce. Oui.
Vous avez déposé cette requête au courant du mois de janvier. Moi, à titre liminaire, simplement pour introduire un petit peu l'audience, je voudrais que vous m'exposiez en quelques mots le contexte dans lequel vous avez été amené à déposer cette requête, sans entrer, je veux dire, dans le détail de l'intimité de votre vie, hein, mais que vous me donniez un peu quelques éléments sur voilà, cette oui, c'est une situation, bon, ça se passait très bien, pas de problème particulier, aucun problème juridique ou quoi que ce soit. C'est une mésentente, une incompréhension dans le couple. Une mésentente dans le couple d'amoureux que formaient Caroline et Benoît depuis près de 10 ans. La vie à deux, Caroline en avait rêvé depuis son enfance. Née en Bretagne, dans une famille aimante, unie et traditionnelle, elle a connu Benoît à 16 ans sur les bancs du lycée. Ils étaient adolescents. Au début naît l'amitié, puis vient l'amour. Tout d'abord amant, puis concubin, avant de sauter le pas et de se marier. Et la séparation, elle date de quand, en fait, avec votre mari? Décembre 2007. Et le mariage? Juillet 2006. Nous, ce qu'on voulait, c'était une famille, c'était un mariage, c'était une maison, des projets simples que tout le monde a, tout ce qu'on voulait. Et puis bon, ben voilà, l'opportunité s'est présentée, j'ai demandé sa main, et voilà. On s'est mariés, et c'était très bien. Je savais que c'était mon rêve de petite fille. Me marier avec une belle robe, une belle cérémonie. C'est ce que j'ai eu d'ailleurs. Mais bon. L'issue n'a pas été la bonne, mais bon, je regrette pas. Je regrette pas. Elle était heureuse, elle pleurait, elle souriait. Ça me rendait heureux, et puis voilà. C'était beau, quoi. Un prince charmant n'existe pas. Non. Pourtant, bon, il était pas mauvais bougre, loin de là, il était très gentil. Mais bon. L'effet que ce soit en couple ou la vie de tous les jours, on nous remet vite sur la terre, donc forcément, on oublie vite les rêves de petite fille. Donc, et si on reste dans notre monde petit rose, là où tout est bon, tout est beau, joli, on n'avance pas. Donc, Il y a quelque chose qui fait qu'on ne se comprenait plus. Elle, par exemple, ne se sentait plus belle à mes yeux, donc elle faisait en sorte d'être maquillée, d'être belle, et moi je ne le voyais pas. Et elle me disait elle-même que je ne m'investissais pas assez dans le couple, dans la relation, ce qui est vrai au début, et je m'y suis mis. J'ai fait des efforts aussi, mais elle ne le voyait pas non plus. Voilà, on s'est un peu perdu, on ne s'est pas compris. On oubliait l'amour, on oubliait qu'on était mariés, qu'on était ensemble pour s'aimer, pour s'entraider, pour se donner la main, pour se dire je t'aime. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup moins, quoi. Il y en a eu beaucoup moins. Je vous dis, je pense que c'est suite à ça, moi. C'est vrai que le quotidien, quoi. Tiens, viens, Tommy. Tommy, tiens. J'avais 3 chiens en Bretagne. On s'est répartis les chiens. Il y en a qui se répartissent les enfants, nous on se répartit les chiens. Pas facile. C'est moi qui ai vidé la maison et qui ai fait les partages, donc j'ai fait carton lui, carton moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire les cartons, parce que lui est parti bien avant moi en Gironde, là on s'est dit, là c'est fini. Comment résumer cet échec face à un magistrat qui a seulement quelques minutes à vous accorder? Vous savez que l'objectif de cette audience, c'est une tentative, on va dire, de conciliation. Oui. Pas tant de sur la recohabitation, hein, c'est pas vous imposer de revenir ensemble, c'est de savoir si effectivement vous avez besoin d'un délai de réflexion. Tout est réglé depuis déjà, depuis la séparation. On sait ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Hein,
D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien. Alors, je vais entendre madame. Oui. Comme je l'ai fait avec vous, je vais l'entendre donc seule. D'accord. Et ensuite, je vous ferai revenir chacun, enfin ensemble, avec Oui. votre avocat. D'accord. Et on poursuivra l'audience en leur présence. Ok. Voilà. Asseyez-vous, madame. Bon, moi, je voudrais savoir aujourd'hui comment vous réagissez par rapport à la demande de monsieur, puisque c'est lui qui a pris l'initiative, on va dire, de cette requête. Aujourd'hui, comment vous réagissez par rapport à cette demande? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce divorce? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y aura des désaccords avec monsieur? Est-ce que vous pouvez un petit peu m'exposer tout cela? D'accord, oui, je suis d'accord, parce qu'à la base, c'était un consentement mutuel. Et non, j'ai rien à rajouter. D'accord. Très bien. Alors, je me suis entretenue avec chacun d'entre vous de façon séparée pour tenter aujourd'hui de vous concilier. Dire que finalement, c'est assez simple les choses pour moi aujourd'hui parce que vous êtes d'accord tant sur le principe de cette rupture que finalement sur les mesures, j'ai cru comprendre, en tout cas à prendre jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Donc, la décision... Si le juge émet un doute sur la volonté de divorcer de l'un des deux conjoints, il peut leur imposer un délai de réflexion de 8 jours à 6 mois. Mais dans le cas de Benoît et Caroline, tout semble clair. Procès verbal, l'acceptation, principe de la rupture. Caroline et Benoît signent le procès verbal notifiant leur acceptation de la rupture de mariage. Par cette signature, le couple renonce à entamer une procédure de divorce pour faute. C'est quoi maintenant? C'est la main? On se retient. Hein? On se retient. On se retient. C'est vrai que on voit assez souvent des couples, on se dit tiens, est-ce que effectivement, est-ce qu'ils ont tout tenté, mais souvent quand même sur les divorces, les gens nous disent oh, on a déjà fait une procédure auparavant, on a laissé tomber. On voit qu'il y a quand même eu bien souvent des essais et que c'est pas passé, quoi. La prochaine audience aura lieu dans quelques mois. Elle se déroulera avec les avocats. La présence de Caroline et Benoît ne sera pas obligatoire. C'est à la fin de cette prochaine audience que la juge mettra sa décision en délibéré. Benoît et Caroline devront attendre encore 2 mois avant de recevoir l'acte définitif de divorce. T'as l'acte notarié là pour le terrain. Puis bah, après, c'était papier et des bijoux et des photos, quoi. Voilà, ça va faire passer. Ouais. Toi aussi? Ouais. L'histoire est finie, chacun part de son côté. À la sortie du tribunal, il ne reste à Benoît que des souvenirs tenant dans un sac en papier. Mais toutes les histoires ne sont pas aussi simples, et le passé des couples contient souvent plus que des photos de vacances et des mots doux échangés. Dans ce tribunal, les affaires familiales représentent 65% du contentieux juridique et seuls 6 magistrats s'en occupent. Nous en avons suivi 4. Myriam Joyot, ancienne avocate et ancien juge d'application des peines. Sophie Vigneault, ancien juge des enfants. Olivier Deblaye-Deguet, aujourd'hui président de la Chambre de la famille. Jean-Noël Schmitt, ancien juge d'instruction. Entre leurs mains, des tranches de vie. Ce qui s'est tricoté dans la douceur des sentiments finit dans une pile de leurs dossiers. J'entends 13 à 14 couples par jour
Donc c'est quand même énorme, énorme. Il y a une atmosphère électrique, tous les regards sont tournés vers le juge qui appelle. Est-ce que c'est notre tour? Non, c'est pas encore le nôtre, il faut attendre. On sent que la tension monte. Hein. On est de l'ordre de l'intime, on est de l'ordre du passionnel, on est dans le douloureux. On est vraiment dans des choses dans lesquelles les deux souffrent, très souvent. C'est des histoires de vie très intéressantes parce qu'on n'est jamais confronté au même cas. On a toujours des histoires un petit peu qui sortent de l'ordinaire parfois. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas répétitif, c'est vraiment des choses à chaque fois, des choses surprenantes. Dans la plupart de ces dossiers, il y a donc une histoire de famille qui s'est transformée en procédure. Divorce, rupture de vie commune, pension alimentaire, garde des enfants, adoption. 1800 procédures judiciaires par an et par juge qu'il faudra tenter de comprendre, d'évaluer et d'arbitrer en un temps trop court, disent les magistrats, trop long selon les familles en attente d'être jugées. À chaque vie son roman. Olivier et Isabelle ont été mariés 20 ans. Ils ont 3 enfants. Leur divorce a été prononcé en 2008, au bout de 7 ans de procédure. 7 ans de bataille juridique pour la garde des enfants, le partage des biens, la prestation compensatoire. Et ce n'est pas fini. Motif de cette 6e audience, révision de la pension alimentaire sur demande d'Isabelle. Je vous écoute, maître, pour présenter cette demande. Oui, monsieur le juge, il s'agit donc d'une demande en révision de pension alimentaire, requête que nous avons déposée assez récemment suite à un changement de situation qui concerne bien sûr monsieur Moncel, qui aurait connu une promotion, un changement de poste et donc une augmentation de salaire. Pension alimentaire, les mots qui fâchent. Entre Isabelle et Olivier, tout semble désormais être une question d'argent et l'on est bien loin de la belle histoire d'amour qui les a unis pendant des années. Vous avez construit pendant 15-20 ans donc une vie en couple, avec des enfants, des projets communs, et puis derrière tout explose, quoi. Tout explose. Vous avez l'impression effectivement que vous avez passé 20 ans pour rien, quoi. Non, je ne me suis pas sentie coupable parce que ça a été très très réfléchi. Donc le jour où j'ai vraiment décidé de me séparer, c'était sans retour possible. Où on peut se sentir coupable, c'est le regard des autres et c'est le retour des autres au début. Ça a été très difficile avec ma propre famille, avec tout le monde. Hein. Ça a été très très difficile. Les garçons, un petit goûter tout à l'heure. On n'a pas d'échange sur les enfants, et c'est ça qui est le plus navrant dans cette histoire-là, c'est que même sur l'avenir des enfants, leur éducation, etc., il n'y a pas d'échange. Ah ben moi, j'ai toujours maintenu le dialogue, mais simplement un dialogue se faisant à deux. Quand en face vous avez quelqu'un qui ne veut pas parler, voilà, et déjà quand il y avait des problèmes dans le couple, la réponse était je ne veux pas parler. Alors imaginez qu'après, c'était encore moins possible. Donc même à l'heure actuelle, après 7 ans, voilà. Dans un premier temps, les époux séparés avaient opté pour la garde alternée, une semaine chez le père, une semaine chez la mère. Mais à en croire Isabelle, ce mode de garde déstabilisait ses enfants. Le couple repasse donc devant le juge, qui tranche, donne la garde à la mère et un droit de visite au père. Au jugement du divorce, la pension est fixée par le juge à 250 € par enfant, pas assez pour Isabelle qui en demande 350. Encore une bataille où chacun devra fourbir ses armes. Là, je vais retrouver plein de choses que j'avais complètement oubliées. Pas des choses ou que j'ai envie d'oublier. Parce que 7 ans de procédure, on n'a pas envie de se rappeler tous les détails et les choses très compliquées, très conflictuelles. Et justement, je viens de retrouver plusieurs mains courantes faites à la police pour dire, voilà, mes enfants devraient être là, ils n'y sont pas, ou bien les enfants devraient aller chez leur père et il ne veut pas les recevoir. Ça n'a aucun effet. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez rien prouver. Des procédures interminables.
des dossiers qui s'empilent. On peut aller très loin lorsqu'on se sépare. Les avocats savent qu'il est inutile de submerger les magistrats déjà débordés. Notre rôle, à mon sens, est de effectivement trouver un accord, apaiser un conflit, modérer et, comme vous dites, tempérer au maximum. Et ça, c'est franchement le plus difficile. Le plus difficile. C'est pour ça, en premier lieu, c'est l'écoute. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a la colère. Et dans la colère, on n'entend rien. On n'entend rien. J'ai reçu les écritures et les... Maître Bégoin reçoit sa cliente une dernière fois avant l'audience. Elles doivent revoir ensemble les arguments qu'elles présenteront face à la partie adverse. Donc, vous aviez raison, hein, il a bien eu une augmentation. Et au niveau, et est-ce que vous avez demandé ou est-ce que vous avez eu l'info de la voiture de fonction? Alors, la voiture de fonction, il n'y a rien. Il n'y a aucune... La convention collective, il n'y en a pas. Parce qu'elle est devant sa maison, la voiture. Oui, mais écoutez, il n'y a rien. Il n'y a pas de convention collective, il n'y a rien. Et on peut lui demander à l'audience Alors, sur sa bonne foi. Il s'explique là-dessus, mais il n'a aucun, en tout cas sur les bulletins de salaire, aucun avantage en nature. Non, il n'y a rien. Moi, je vais vous lire quand même quelques petits extraits de ces moyens de défense. Aujourd'hui, M. Moncel dénonce votre statut. Je vous rappelle que Mme Guéné a fait le choix déraisonné juste après notre séparation de changer d'activité, alors qu'elle disposait d'une situation professionnelle stable, à temps complet, bien rémunérée. Elle préfère consacrer son temps disponible à des loisirs solitaires et du bénévolat. C'est sûr qu'il est plus facile de ne pas travailler et de faire payer son ex-mari. Je vous rappelle qu'elle dispose d'un capital épargne important, qu'elle a une maison de vacances. Bon, ça, il y a quand même des choses, parce qu'il y a quand même des choses qui répètent à chaque fois, et oui. J'en ai assez. Parce que le coût de la maison, j'en ai assez. Ça aussi, ça a été dit pendant la procédure de divorce. Elle appartient à ma mère, etc. Ça suffit. Voilà. Je veux pouvoir vivre et je ne pourrai supporter une augmentation de la pension alimentaire. Les hommes ont vraiment l'impression qu'on va utiliser cet argent pour nous, pour des séances, je ne sais pas quoi, pour s'acheter des produits de beauté, pour aller en vacances, etc. Et je crois qu'ils ne veulent pas donner l'argent parce qu'ils pensent qu'on va en profiter. Voilà, enfin, tout bêtement. Hein. Merci. À jeudi, Madame. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, M. Moncel a connu une promotion, tant mieux pour lui. Le jour J, Maître Bégoin et sa cliente sont prêtes à en découdre. Elles savent par expérience que leur adversaire va se montrer très combatif. Un salaire mensuel net de 5 821 € par mois. Alors, concernant la situation de Mme Guéné, elle s'est, disons, dégradée, bien sûr, par rapport à suite à un divorce. La situation d'une femme n'est jamais très facile. Alors, M. Moncel, dans ses écritures, reproche à sa femme, à son ex-épouse, de travailler à mi-temps exprès pour l'embêter. Non, alors je le regrette, mais j'ai dû produire son attestation acédique, j'ai dû lui communiquer sa lettre de licenciement. Enfin, monsieur le juge, j'en étais dans ce type de communication. Voilà la situation des époux Moncel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous demande de voir fixer cette pension alimentaire à hauteur de 350 € par enfant, soit au total 1050. 1050 €. Je vous remercie, monsieur le juge. Je vous remercie, maître. Vous avez la parole, monsieur, pour présenter vos observations et votre... Non, moi, ça va être très très simple. Juste un aparté, quand même, j'y tiens. C'est quand on écrit des choses, on les vérifie. Donc moi, il y a certains propos que je considère comme diffamants, et la moindre des choses pour un avocat, c'est de vérifier et de ne pas tenir des propos diffamants. Quand vous dites, effectivement, que ma situation, que j'ai des avantages en nature, vérifiez-les avant.
Est-ce que j'ai plaidé, monsieur Moussel? Vous laissez entendre effectivement que je dispose d'une voiture de service, de fonction. Non, que monsieur, je dispose... Mais si vous l'avez écrit. Aujourd'hui, vous l'avez écrit. Je l'ai écrit, mais j'ai conclu ma requête sous Soyez réserve. bien, on va aller au fond du dossier. Par rapport à quelqu'un qui reçoit ça dans la figure, soyez vigilant. Quand vous annoncez des salaires ou des revenus, vérifiez. Lisez ma requête, c'est sous réserve des justificatifs produits. Donc attention. Moi j'évite d'écrire des choses quand j'ai pas des certitudes. Voilà. Je vais reprendre le document en question. Je vous ai communiqué le détail de mes charges et de mes revenus. Puisque vous parlez de revenus et de bulletins de salaire, effectivement, je vois que dans les pièces que vous avez joints à vos observations, je vois qu'il y a un bulletin de salaire qui date du mois de novembre 2008. J'arrive à 5 821 €. Alors, je vais vous le dire, j'ai changé de fonction. Oui. Donc il y a eu versement d'une prime de 15 000 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc au moment où j'ai pris mes... Ne justifiez pas dans vos écritures, monsieur. Si j'ai bien compris. C'est pas du salaire, c'est-à-dire que concrètement l'année prochaine... C'est une prime exceptionnelle. Ah, c'est une prime exceptionnelle. Oui, je peux peut-être en justifier. Alors après, moi je peux attester du versement... Ce que je vais faire, c'est que je vais vous autoriser à titre exceptionnel à communiquer en délibéré avec, bien évidemment, copie à la partie adverse, tout document attestant que ces 15 000 € sont bien une prime à caractère exceptionnel. D'accord. Moi, je souhaite après qu'on soit équitable et qu'on tienne compte des éléments que j'ai fournis. Aujourd'hui, je vous dis, moi, j'ai dû recourir à un prêt de trésorerie. Nous sommes d'accord, monsieur. Un prêt de trésorerie parce que je n'arrive pas avec aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas avec 5 820... Attendez, non. Le tribunal s'estime suffisamment informé. Cette affaire sera donc mise en délibéré au 3 février 2009. Vous recevrez copie de cette décision à partir de cette date-là. Bonne journée, au revoir. Merci. Sur un dossier comme celui-là, quand vous voyez que l'audience dure une demi-heure à tout casser, et que derrière il y a un vécu de plusieurs années, il y a un historique de divorce en ce qui me concerne de 6 à 7 ans, je ne vois pas comment en une demi-heure on peut ressentir et se remettre effectivement dans le contexte des deux parties, qu'on puisse s'approprier et s'imprégner du dossier. J'ai du mal. Isabelle a obtenu gain de cause. Le juge a estimé que la prime de son ex-mari n'était pas exceptionnelle. Il devra donc lui verser 350 € par mois et par enfant. Mais l'affaire n'est pas terminée pour Olivier, car entre-temps, sa fille est venue vivre sous son toit. Ce fait nouveau justifie donc à ses yeux un recours devant le juge pour annuler la pension de 350 € qu'il devait verser à son ex-épouse pour sa fille à l'issue de l'audience précédente. Olivier a donc déposé une nouvelle requête devant la Chambre des affaires familiales. C'est la dernière fois que vous passez devant le juge aux affaires familiales? Eh bien, en principe, non. En principe, non. Ça va dépendre de moi, si je tiens encore le coup ou pas, mais entre 2005 et 2007, mon mari devait, en termes de garde alternée, devait aussi partager les frais scolaires des enfants. Et le partage, mon mari a toujours refusé de le faire. Donc si j'ai encore assez de ressorts, je ne sais pas, je demanderai à mon avocate qu'est-ce qu'elle propose. Mais pour l'instant, moi, ce que j'ai envie de faire et qui pour moi est vraiment plus important que 10 000 €, c'est de faire une procédure de demande de nullité du mariage religieux. On se sépare jamais vraiment, en fait, vraiment, non. Définitivement. Ouais, voilà, oui. On ne se sépare jamais vraiment, comme si ces conflits qui n'en finissent pas étaient un dernier moyen de ne pas totalement se quitter, de faire durer la séparation, de ne pas lâcher prise, même quand l'histoire passée a été un véritable naufrage. Natacha passe devant le juge dans 15 jours pour divorcer après 3 ans de mariage. Vous allez fêter le divorce. On va fêter le divorce. Oui, la bouteille de champagne elle est au frigo et si jamais tout va bien, on va la boire. Bon, si jamais ça va pas, on la boira quand même. Mais ce sera pas pareil. Et si on lui accorde tout ce qu'il veut, eh ben, je vivrai mal. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est bon, mon cœur? Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Mes enfants, une vie tranquille et ne plus jamais le revoir. Mais vraiment, plus
qu'il soit aux oubliettes, qu'il fasse sa vie, que je n'ai pas de nouvelles, que je sache ni ce qu'il devient, ce qu'il fait, rien. Aux oubliettes, ne plus rien garder de cet homme follement aimé. Quand Natacha rencontre Michel, elle a déjà un enfant, Lucas, 6 ans. Elle travaille comme secrétaire à côté de Bordeaux et rêve de refaire sa vie. C'est avec Michel qu'elle veut construire quelque chose de durable. Son mari se montre très affectueux envers son beau-fils et promet à sa femme d'agrandir la famille. On a envie d'avenir, on a envie d'avancer, on a envie d'avoir une famille, on a envie de vivre, hein, de faire quelque chose, un conte de fées. Mais oui, j'y ai cru. Et puis on pense pas à ça. Hein. Puis quand ça nous tombe dessus, ben, ça fait mal. Vous vous souvenez du jour où ça vous est tombé dessus? Le lendemain de mon échographie, le 18 mars à 5h moins 10 de l'après-midi. Il est parti et je ne l'ai jamais revu. Et la veille, on était le samedi matin à l'échographie. Et il n'y avait rien qui soupçonnait qu'il allait partir. Rien. Même pour ses collègues, ses amis, moi, ça a été la surprise, quoi. Il a tout plaqué. Il est parti le dimanche et je ne l'ai jamais revu. Natacha raconte que pendant sa grossesse, elle a cherché en vain son mari, parti sans laisser d'adresse avec une autre femme, lui dit-on. Il ne sera pas là à la naissance du bébé. Elle accouche toute seule d'un petit garçon. J'avais peur de ne pas l'aimer. Hein. Je crois que c'est vraiment le mot qu'il faut. Je sais pas, si vraiment il était sorti les cheveux noirs, les yeux noirs, ça m'aurait mis un gros coup à la patate et il y aurait eu un rejet, parce que ça, ils me l'ont dit après. Le rejet est courant. Donc, mais il n'y a pas. Hein. Ah non, c'est l'amour de ma vie, ça. Aujourd'hui, Dylan a près de 2 ans et Natacha a fait le deuil de cette vie de famille dont elle rêvait. Je pense que j'ai assez attendu, j'ai assez espéré, ça me ronge. Le gamin, il grandit, il marche, il mange, il commence à parler. Il dit pas maman, il dit papa toute la journée et ça me fait mal. Quoi. Donc bon. J'aurais voulu faire un divorce pour faute, mais c'est long. On me dit plusieurs années de procédures, beaucoup de paperasse, beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher. Et puis non. Avec le recul, je me dis, au début, je voulais pas. Au début, il y avait vraiment la haine. C'était dans ma tête, j'y ai pensé, mais je suis pas méchante dans la vie, quoi. Je me suis dit, toi, t'es un salaud, tu vas payer, tu vas manger pour ce que tu m'as fait. Parce que dans ma tête, je pensais à moi. Et aujourd'hui, quand je vois mon gamin, je me dis, je peux pas, quoi. Parce qu'il a l'air malheureux. Il n'est pas malheureux. C'est bon, les pattes. Il a une maman, il appelle maman et papa. Donc voilà. Natacha a donc amorcé une procédure de divorce. Le mari absent est convoqué au tribunal pour une première audience de conciliation. Chérie, tu vois quelque chose? Le juge impose à Michel de voir son fils un samedi par mois pendant 2 heures au domicile d'une amie de Natacha pour le pousser à prendre ses responsabilités. Moi, j'ai voulu savoir comment s'est passé les premières secondes, quoi. Moi, on me fait un truc comme ça, je vois mon gamin au bout de... La porte s'ouvre, même s'il faut, je défonce la porte, j'ouvre la porte, je le prends, je l'embrasse. Que lui, même pas, il a ouvert la porte, enfin la porte s'est ouverte, il est rentré, il a posé un paquet dans le couloir, il a regardé, puis il lui fait hébé. Il passe 2 heures sous le canapé à siroter un café et à attendre comme ça, à pister sa montre, et on sent que ça l'ennuie plus qu'autre chose. On sent qu'il est là parce qu'il n'a pas le choix, mais... Puis apparemment, il n'y a pas d'amour pour le petit, quoi.
Entourée de sa sœur et de son beau-frère, Natacha se prépare donc à l'audience de divorce qui va mettre un point final à son histoire d'amour ratée. Si vous étiez à la place du juge, quelle serait votre décision? Waouh. J'enlèverais peut-être pas le droit de visite parce que ça reste le père. Bien que je trouve qu'il en a quand même beaucoup. J'ai plus ta copine. Ben oui, mais bon, je le dis comme je le pense quand même, parce que ça reste son père. Il a fait ce qu'il a fait, mais ça reste le père, donc... C'est difficile de juger, je sais pas. Moi, j'aurais pas de mal à juger des choses. Moi, les gens qui abandonnent, eh bien, ils abandonnent, quoi. Et derrière, ils ont pas... C'est tant pis pour eux, quoi. Il fallait, sur le coup, il fallait réagir, quoi. Il faut assumer. Et celui qui assume pas, il dégage, quoi. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai un sale caractère. Attention, je suis... Oui, Natacha, vous seriez-vous à la place du juge jeudi, vous diriez quoi? Facile. Vous voulez version gentille ou version méchante? Les deux. Moi, je sais ce que je ferais en tout cas. Je lui mettrais une grande terre dans sa gueule, déjà. Ça me soulagerait peut-être. Avec toutes celles qu'il m'a mises, au moins je peux bien lui en mettre une. Une bonne, une dernière. Qu'est-ce que je ferais? Je lui ferais sauter ses droits de visite. Après, le reste... un peu, ma caille. Comme ça. Ouais, juste ça. Mais je sais que ça se fera pas comme ça. Sur les conseils de son avocate et malgré les manquements graves reprochés à son mari, Natacha va apprendre à étouffer sa rancune et à mettre de côté son désir de vengeance. Mais là, il y avait une faute. Ah oui, il y a une faute caractérisée, oui. Complètement. Oui. Mais il n'y a aucun intérêt, dans le cas de Madame Guichard, à engager une procédure pour faute. C'est ce que j'ai tenté de lui expliquer et ce qu'elle commence, je pense, à comprendre. Elle souhaitait, et c'est le seul intérêt du divorce pour faute, c'est des dommages et intérêts. Or, là, les époux sont non seulement insolvables, enfin l'époux est insolvable, mais en plus il est surendetté. Donc, vers le 8, je vous donnerai la date d'audience qui sera donnée par le magistrat. Donc, il faut repasser encore au tribunal. On va revenir. Ça vous coûte le fait de repasser au tribunal? Ben, s'il est avec elle, ouais, ça me fera encore un petit coup, encore en plus, ouais. Qui ça, elle? La jeune fille qui l'accompagne, c'est joliment dit. Ben, ils vont arriver main dans la main comme ils ont fait l'autre fois. C'est pour le gosse. À 18 ans, il vous demandera des comptes. Vous aurez tout fait pour qu'il ait un père. Le problème, c'est que le père, il n'aime pas, quoi. Le jour de l'audience, Natacha va attendre plusieurs heures au tribunal. Son mari ne viendra pas. Vous êtes déçue que votre mari ne soit pas venu? Oui, mais ça ne me surprend pas. C'est lui. C'est parler à un mur, en fait. Mais bon, il est comme ça. C'est ne pas vouloir affronter la réalité et puis assumer ses responsabilités aussi. Madame le juge, Madame le greffier, je ne vais pas plaider. Je n'ai personne en face. Même si Natacha a envie de tourner la page définitivement, Maître Bégoin ne veut pas que sa cliente coupe les ponts avec le père de son enfant. Bon, je demande quand même la reconduction de vos mesures, puisque je veux laisser la chance à cet enfant, pas au père bien sûr, mais à cet enfant, d'avoir un père, donc de les maintenir avec ce droit de visite progressif, sauf à y ajouter un délai de prévenance de 2 jours à charge de monsieur. C'est la seule demande que je présenterai. Quitte à Madame Guichard à vous ressaisir si au moindre incident. Et je crains qu'hélas, ce soit le cas. C'est vrai que je suis pessimiste. Le petit a quel âge maintenant? Il est 18 mois. 18 mois est tout petit, oui. Bon. Donc il a toutes les chances entre les mains, je dirais. Bien, alors la décision sera rendue le 28 mai.
Très bien, je vous remercie. J'aurais bien voulu, voilà, qu'on me dise, allez vider votre sac, et que je vide mon sac, que je dise plein de choses, tout ce que j'avais, quoi. Je pensais pas que ça se ferait si vite, quoi. On rentre dans un bureau, on pose un papier, on dit 2 mots et hop, voilà. Je pensais pas. Deux mois plus tard, le jugement de divorce sera prononcé. Natacha n'est plus mariée à Michel, mais elle ne pourra jamais rompre tout à fait avec celui qui reste le père de son enfant. Les divorces qui se passent bien sont somme toute minoritaires. Très souvent, les juges doivent arbitrer une véritable guerre dont on a du mal à imaginer qu'elle ait pu débuter par une histoire d'amour. Il s'appelle Étienne, il est sapeur-pompier. Elle s'appelle Chantal, elle est infirmière. Ils ont été mariés pendant 23 ans. Ils ont eu 2 enfants et ont divorcé en 2005. Étienne bénéficie alors d'un droit de visite classique, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais un été, tout bascule. Chantal accuse son ex-mari de battre leur plus jeune fils. Depuis, le couple se déchire, les accusations se succèdent et le dossier s'épaissit. La haine est à son comble. Le juge, lui, va devoir rester serein. Les gens ne sont pas méchants. Les gens souffrent et les gens réagissent. Ils réagissent comme lorsqu'on est blessé. Ils disent « il me prend pour un idiot », je vais lui montrer que je ne suis pas idiot, je vais lui montrer que je ne me laisse pas faire, je vais lui montrer... Et c'est cette spirale-là qu'il faut casser. Vincent, 11 ans, est tout l'enjeu de cette guerre. En septembre 2008, il est entendu par un juge aux affaires familiales et confirme les accusations portées par sa mère. Enfant battu, utilisé, manipulé, jusqu'où peut-on croire à sa parole ? Moi, je leur disais qu'il arrêtait pas de me taper, avec des cravaches à cheveux et tout, personne ne voulait me croire. Il disait que j'étais encore petite, c'était mon imagination. C'est pas sympa, ça. Et tu te disais quoi, toi, dans ta tête? Ils sont nazes. Je voulais pas trop y aller. Parce que chaque fois que j'y allais, ils me tapaient. Si c'est pour me faire taper tous les week-ends, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, cette histoire de tes parents? Oui, un peu. Pourquoi? Je sais pas trop. Quand les gendarmes venaient à la maison et tout, ça faisait un peu bizarre. Tous les week-ends, de les voir, même toutes les semaines. Et pourquoi ils venaient à la maison? Parce qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer. Ils se disaient des gros mots et tout. Des affaires de grands. Ils sont bizarres des fois. Les enfants, il faut les croire, hein. Oui. Comment on peut savoir qu'ils mentent pas? Ça, je sais pas. C'est ça le problème. Ces accusations, Étienne les nie en bloc. Il est abasourdi par les reproches de son fils. Comment Vincent peut-il salir tous leurs moments de complicité? Comment peut-il abîmer leur passion commune des animaux, de la vie en plein air, et faire comme si ces moments n'avaient jamais existé? On se retrouve devant pratiquement une petite machination, et on n'a rien vu venir. Mais jamais vous n'avez pensé prendre votre fils et lui dire « mais pourquoi t'as menti ?» Ben, il ne veut pas répondre dans ces cas-là, hein. Il se ferme dans un mutisme, il refuse de me répondre, hein. Ben, il sait très bien, bon, entre lui et moi, et la vérité, il la connaît, puisqu'il sait exactement ce qui s'est passé, comment il est traité avec moi, et bon, jusqu'à présent, il était très heureux de vivre avec moi. Ce que je voudrais le plus, c'est qu'il admette, qu'il dise oui, effectivement, j'ai pu avoir un geste malheureux. Effectivement, voilà, Vincent m'a exaspéré, bien que ce soit pas, vous l'avez vu, c'est pas un enfant qui est turbulent, qui est méchant, c'est un amour d'enfant, quoi. Mais qu'il arrive à admettre ce qu'il est capable de faire, parce que dans son fond intérieur, il l'admet pas de toute façon. Après avoir entendu Vincent, le juge aux affaires familiales a ordonné que les rencontres entre le fils et le père se fassent exclusivement dans un lieu fermé, le point rencontre.
visite avec son papa, Vincent Comès. Voilà. Voilà, donc je reviendrai le chercher à 16h. D'accord, je t'emmène un peu. Non, vous allez l'emmener? Oui. D'accord. Les rencontres ont lieu sous surveillance et uniquement 2 heures tous les 15 jours. Une décision provisoire en attendant une nouvelle audience pour trancher. Bien, t'as pas de problème à l'école? Non, tout se passe bien? Prochain, j'essaierai de l'amener. La moto, t'as repris? Ouais. Ouais, à Ourtin? Ça y est, il n'y a plus la gadoue au terrain de cross? Moyen. Moyen. Ah, et la motocross, c'est gadoue, hein? Motocross. C'est motocross, c'est motocrotte. Fini les balades à cheval et les parties de pêche. Ici, parents et enfants ne sont jamais seuls. Les moments d'intimité se font sous la discrète surveillance d'une équipe de psychologues chargée de veiller au bon déroulement des visites. Il faut que ce soit mieux qu'un no man's land. Justement, il s'agit que ce soit un lieu habitable. Hein. Parce que parfois, rien que d'être là, on est dans le vocabulaire d'ailleurs. Un père qui arrivait tout à l'heure disait je viens de recevoir le verdict. Hein, ça arrive que des gens disent j'en ai pris pour 6 mois. Bon, qui est le vocabulaire de la prison. Hein, le vocabulaire vraiment de quelque chose de coercitif. Donc il faut que nous, on essaie de créer une ambiance qui fait que chacun se décale de ces enjeux-là pour rencontrer effectivement son ou ses enfants pendant qu'il est là, en oubliant le reste du monde. C'est ça qui peut faire que ça marche, au fond. 2 heures tous les 15 jours, c'est tout ce que la loi accorde au père de Vincent. 2 heures qui devraient se vivre sans interférence. Mais voilà, Chantal n'est jamais bien loin. Impossible pour elle de laisser Vincent seul avec son père. Alors, de l'autre côté du grillage, serait-ce une complicité feinte ou une tendresse réelle? Qui affabule? Qui dit la vérité? Comment le juge pourra-t-il trancher? Voilà. Égalité. Retour au tribunal où l'audience du jour doit fixer les droits de visite d'Étienne et décider si ses rencontres avec son fils peuvent avoir lieu normalement à son domicile, comme avant. Étienne et son avocate viennent de recevoir les arguments de la partie adverse. Au fil des pages, les accusations reviennent, toujours les mêmes. On se retrouve devant un tissu de mensonges qui sont plus gros les uns que les autres et qui tiennent pas debout. Déjà, la violence, tout ça, c'est quand même incompatible. Moi, j'ai plutôt considéré mon métier, mon engagement personnel, plus comme une profession de foi que comme un métier. Et j'ai passé pratiquement 30 ans un petit peu soulager la misère des gens et leur venir en aide. Et m'accuser des pires choses, de battre ma famille, c'est vraiment aberrant. Vraiment aberrant. Ça ne correspond pas du tout avec mon engagement personnel que j'ai eu pendant ces 30 dernières années. Voilà. C'est avilissant. C'est avilissant. Le problème, c'est que bon, y a l'enfant qui est pris en otage au milieu et on se sert de l'enfant pour un petit peu envoyer sa haine vers l'autre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dans cette bataille juridique, Chantal et son avocate arrivent à l'audience avec un point d'avance. Vincent a été entendu par un psychiatre. L'expert a estimé que l'enfant était crédible et digne de confiance. De quel côté le juge va-t-il pencher? Le juge, il est, au moment où il a le dossier, il n'a pas été sur les lieux, il n'a rien vu. Il est donc, d'une certaine manière, sourd et aveugle. Ce sont les parties elles-mêmes qui vont être la lumière du juge. Bien, maître Bauer. Oui, monsieur le juge. Quelques observations donc pour madame Chantal Chevalier Comès. Le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce rapport psychiatrique, le rapport qui a été rendu par l'expert, monsieur Bonan. Et ce rapport d'expertise
ne fait que confirmer que la meilleure solution pour cet enfant, c'est de voir son père dans un milieu sécurisé. Et vous avez donc dans ce rapport la preuve que Vincent ne dit pas n'importe quoi, parce que c'est sans doute ce qu'on va vous plaider, qu'il est manipulé, qu'il ment. Là, le docteur Bonan est clair, il dit Vincent nous est apparu comme un être connaissant parfaitement la situation, l'analysant avec lucidité, sans aucun trouble de jugement. Je vous remercie, Maître Joly. Moi, je m'interroge quand même, quand j'ai lu ce rapport, sur la teneur de ce rapport et sur les conditions dans lesquelles ce rapport ont été établis. Comment un psychiatre peut se permettre de dire ce qu'il dit lorsqu'on a reçu celui-ci 45 minutes, montre en main 45 minutes, ce qui est quand même pas énorme. On fait le point d'une personnalité. Je sais pas, je connais des psychiatres. Jamais un psychiatre vous dira qu'il peut faire le point sur une personne, sur une situation en 45 minutes. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs à parfois des grosses erreurs judiciaires. On a déjà vu. Monsieur Comès m'a dit qu'il avait vu à peu près son fils en tout et pour tout depuis le 30 septembre, 16 heures, par période de 2 heures. Alors mon client, lui, il ne veut plus continuer avec le point de rencontre parce que pour lui, ça ne sert à rien et pour lui, c'est finalement, ça ne lui apporte rien. Ils sont totalement frustrés, autant l'un que l'autre dans cette situation. Il n'y a rien à faire, de toute façon, vous le savez aussi bien que moi, au point de rencontre, et ils avaient l'habitude de faire tellement de choses ensemble que vraiment se retrouver dans cette situation, ça ne leur apporte strictement rien. Je ne vois pas dans le dossier, finalement, où est la violence, parce que je voudrais quand même qu'on nous dise, concrètement, quelle violence a pu subir Vincent de la part de son père. Alors peut-être que de temps en temps il a reçu une gifle de son père, quel est l'enfant qui n'a pas reçu une gifle de ses parents? Mais c'est pas ce qu'on appelle de la maltraitance. Il faut quand même, on n'est pas comme dans les pays nordiques. Il faut quand même pas exagérer, mais il n'y a rien, Bien, je vous remercie. Ce que je voudrais, c'est que vous me disiez quelle est, selon vous, la relation de votre fils avec son père, et si cela doit changer, comment est-ce que cela doit changer? Alors, Vincent, bien sûr, ne veut plus voir son papa. Il en a parlé, il a expliqué... Dans ce cas, il devrait être soulagé. Il est soulagé de ne plus aller au domicile, mais par contre, je pense qu'il a encore besoin de rencontrer, puis c'est normal, de rencontrer son papa dans un coin, dans un endroit où il est sécurisé. Il sait que là, il n'y aura pas de dénigrement de maman, il n'y aura pas de coups, parce que Vincent, il vous dit que Vincent a eu quelques bleus parce que c'est un enfant qui est hyperactif. Il ne faut pas oublier que Vincent est rentré, vous avez des attestations, avec des stries d'une cravache, mon mari fait de l'équitation, avec des stries d'une cravache à chevaux qui partaient des chevilles jusqu'en haut des cuisses. Vous avez plusieurs attestations. Ce qui m'importe, monsieur. Oui. Il y a dans les faits, il y a une gravité plus ou moins certaine. Il se peut qu'ils aient eu lieu, il se peut qu'ils n'aient pas eu lieu. La seule chose qui est sûre, c'est que votre fils, lui, sait s'ils ont eu lieu ou non. Oui, tout à fait. Là, c'est très clair. Là, c'est clair. Si les choses se sont passées, il est clair qu'à mon avis, il faudra en parler avec lui, clairement. Pour moi, il est au fait des choses puisqu'il les a vécues. Pour moi, la position est très claire. Je m'occupe toujours de mon enfant, je l'amène partout. Il y a des centaines je peux avoir des centaines de témoignages puisque j'ai une vie sur une commune. Comme quoi, je l'amène partout. Ça n'est pas nié. Ce n'est pas cela qui vous est reproché. Comme quoi, je le bats. C'est pas possible, je le bats pas. Je n'ai jamais battu mon enfant. La seule fois où effectivement il a pris un petit coup de cravache sur le derrière et un petit coup, il était avec les 2 enfants de mon ex-concubine. Qui s'est séparé vis-à-vis de ces problèmes. Ils ont eu la même punition tous les 3 en rentrant, et ils en riaient 10 minutes après à table. Peut-être, mais donc, je veux dire, ce qui est très important, c'est d'abord le fait que vous reconnaissez qu'il a reçu un coup de cravache, de façon à ce que lui ne soit pas un menteur. Ah non, mais ça, c'est reconnu. D'accord, donc, voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'était une cravache parce qu'elle était posée là à l'entrée de la maison et qu'on a des chevaux. Mais c'était pas dans le but de faire mal, mais c'était en but éducatif de vexer. D'accord, alors dans ce cas-là, je veux dire, essayez de vous passer la cravache sur vos enfants, ce sera mieux. Oui. Je veux dire qu'il n'y a pas de raison... Les chevaux et les êtres humains n'ont pas le même cuir. Oui. C'était pas dans le but de faire mal. Non, d'accord. Il n'y a pas eu de traces, il n'y a rien eu, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas vrai. 1h30 plus tard, rien n'a changé entre les ex-époux. Chacun campe sur ses positions. À ce stade, le juge ne peut rien faire de plus. Est-ce que vous désirez d'abord qu'il y ait une amélioration de vos capacités de communication? C'est primordial, je pense, pour Vincent. Pour moi, c'est primordial. C'est primordial, à condition que ce ne soit pas unilatéral. Alors, moi, je vais vous proposer tout simplement d'aller devant un médiateur
de façon à ce que vous arriviez à discuter, de façon à ce que petit à petit vous repreniez un dialogue. Vous ne pouvez pas, je veux dire, vous êtes obligés, en tant que parents, vous êtes tenus à rediscuter ensemble pour l'avenir de votre enfant. Bien. Bon, donc l'affaire donc est mise, je rendrai ma décision le 4 mars. Monsieur Comès, bonjour. Bonjour. Madame Comès, bonjour. Je vais vous recevoir donc dans un bureau. 2 mois plus tard, les ex-époux sont reçus ensemble à la mairie de Castelnau par une médiatrice de la Caisse des allocations familiales pour tenter de renouer le dialogue et calmer la guerre qu'ils se livrent depuis des mois. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que chacun vous dites le contraire en fait? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ça? Le contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu depuis le début, il y a une confrontation qui se fait sur des allégations qui sont fausses et sur des mensonges et des accusations mensongères. Et depuis le début, on peut pas établir de relations saines quand on est parti comme ça dans des denveries dès le départ, quoi. Tu es en colère parce que ton fils a dit ce qui s'était passé, parce qu'un médecin a constaté ce que tu avais fait. Là, je ne peux pas me taire quand j'entends ça. Quand tu dis il raconte n'importe quoi, il est manipulé. Il a été vu par un psychiatre, il a été vu par un médecin légiste qui a constaté ce qui s'était passé et tu continues à dire c'est pas vrai devant le juge. Tu as reconnu devant le juge, Étienne, que tu l'as frappé, tu l'as reconnu. Non, c'est écrit noir sur blanc. Oui, que j'ai frappé. Non, c'est pas quand frapper et je lui ai mis un petit coup avec la badine. Un petit coup de cravache avec des marques quand même. Qui était repéré par un médecin légiste et par un médecin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu 3 enfants, ils ont eu les 3 en passant. Oui. Oui, un petit coup de badine. Et en plus, tu as tapé les 3, même ceux qui ne sont pas les tiens. Mais tu es content. Je n'ai même pas envie de me battre avec toi. Si tu trouves ça normal, pas moi. Je suis désolée. Et quand la mère de Vincent parle de rapports de gendarmerie, de coups et blessures, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces rapports-là? Mais elle a porté plainte de multiples fois. Je ne sais pas le nombre de fois qu'elle a porté plainte. Juste là. À cet événement-là, oui. Non, la seule chose qui a été constatée sur l'enfant, c'est qu'il avait des bleus aux jambes et des bleus qui correspondaient. Moi, quand j'étais à la gendarmerie, je leur ai expliqué que le gamin, il sautait partout, et que bon, il était plein de vie, que forcément, quand on fait du vélo, quand on se met des coups de pédale, on a des bleus sur les tibias, on a des bleus sur les cuisses, mais c'est des bleus, quoi. Donc vous, c'est pas pour des bleus occasionnés par les coups de cravache? Non, c'est pas des coups de cravache, c'est un coup de cravache. Et il sait très bien que je suis pas un violent parce que... Alors pourquoi il a peur? On en revient toujours, on va pas se mordre la queue comme ça jusqu'à la nuit des temps. Alors c'est bizarre, il a peur certainement de décevoir ça, de te décevoir. Il a peur de te décevoir si jamais il montre de l'affection vis-à-vis de moi. Puisque je le pousse à t'appeler, je lui appelle ton père, il veut pas t'appeler. Il a fallu que je lui fasse promettre quand tu es avec la voiture qu'il ne dormait pas chez toi, que tu le ramenais le soir. Et le soir, il voulait dormir et il voulait pas rentrer. Parce qu'il avait peur. Et pourquoi le soir, il avait plus peur? Donc vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites chacun. C'est comment chez chacun, votre fils, il peut être bien avec chacun. Hein, ah mais je ne doute pas qu'il soit bien avec son père quand il est avec. C'est impossible pour lui, du fait de votre désaccord, du désaccord entre vous deux. Donc vous voyez, de mon point de vue, le fait que vous, et j'insiste, vous communiquiez ensemble, ça va avoir des effets sur Vincent. C'est un premier pas. La reconnaissance par l'un et par l'autre qu'il n'y a pas une seule vérité, mais des ressentis différents. 4 séances de médiation plus tard, Étienne et Chantal sont reçus une dernière fois en audience devant le juge de Blaye. Finalement, il autorise Étienne à rencontrer son fils en dehors du point rencontre, avec une fréquence de visite fixée au gré des parties. Que leur rupture soit belliqueuse ou pacifique, des milliers de personnes passent tous les ans dans ce couloir des pas perdus, au 4e étage du tribunal de Bordeaux. Ici, on attend, on patiente et on s'impatiente. On s'épie ou on se tourne le dos. On craint autant les juges qu'on espère leur compassion. Ici, il y a la tension des dernières minutes avant l'audience, avant les règlements de compte, avant le verdict. Parfois, on a l'impression d'avoir des gens qui n'ont pas vécu ensemble, tellement on se demande si c'est bien le mari et la femme du même couple, parce qu'ils vous décrivent des choses qui sont radicalement différentes. Une histoire, un exemple tout simple. Hier, j'avais un couple qui se séparait dans le cadre d'une procédure de divorce. Il y a un enfant de 8 ans. La maman demandait la résidence principale chez elle, le père chez lui.
subsidiairement une résidence alternée. Et la mère m'expliquait qu'elle avait des horaires administratifs, qu'elle s'était donc toujours beaucoup occupée de l'enfant, que c'était elle qui l'amenait à l'école, que c'était elle qui allait le rechercher le soir. Et le père disait, mais pas du tout, c'est moi qui vais le chercher tous les jours, et c'est moi qui vais l'amener aussi. Donc voilà, on a parfois l'impression effectivement d'avoir un monsieur et une dame en face de nous qui n'ont pas vécu la même histoire, la même vie. Pascal et Sylvie ne se sont aimés que pendant 20 jours et sont pourtant liés à jamais. À cause de cette brève histoire d'amour, Pascal est passé une dizaine de fois devant le juge aux affaires familiales. Son marathon judiciaire débute il y a 14 ans. Pascal a alors 31 ans et sa vie bascule d'un coup. Ma mère m'a téléphoné chez moi en me disant un dimanche, viens manger à la maison, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Quelle surprise et tout? Ah bon, d'accord. Je viens donc dîner chez ma mère et ce dimanche-là, j'entends sonner, j'ouvre la porte, je regarde au fond. C'était donc Sylvie avec un gamin qui était comme ça déjà, d'1 an et demi. Elle me dit, voilà, je te présente ton fils. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Que vous dire ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu la première fois? Déjà, j'étais trop en colère par rapport à ce qu'elle m'ait caché déjà son existence. Donc voilà, quoi. Et puis bon, j'ai essayé de savoir si vraiment le gamin était heureux, s'il manquait de rien, ni quoi que ce soit. Un jour, je suis arrivé chez elle, j'étais donc avec ma mère, justement, et le gamin avait les lèvres bleues, les doigts bleus. Il était tout petit dans les grandes chaises, vous savez, là où il mange, là. Il était vraiment, il devait avoir 1 an et demi, 2 ans. Il faisait -5 dans l'appartement, -5, -6 degrés. C'était en plein hiver et tout, il n'y a même pas de chauffage ni quoi que ce soit. La mère de Pierrot a été jugée inapte à s'en occuper. Problème d'alcool, vie chaotique, on lui a retiré la garde de son fils pour le mettre en famille d'accueil. Il n'était pas question que mon fils reste en famille d'accueil alors qu'il a une famille. Hein. Puis je vous dis, après j'ai appris à l'aimer, à le connaître et tout. Là maintenant c'est l'amour de ma vie. Hein. Donc il n'était pas question que je me sépare de mon fils. Hein. C'est un amour, quoi. Il est vraiment super. Le combat de Pascal pour récupérer Pierrot aura duré 13 ans. Le temps de convaincre la justice qu'il était, lui, le marginal, à même d'élever son enfant. Depuis 2 ans, père et fils vivent enfin ensemble, alors que la maman ne peut rencontrer son enfant que dans un lieu surveillé. Et vous auriez aimé l'avoir à l'extérieur de ce point de rencontre, vous croyez que c'est... Pour l'instant, à l'intérieur, ça me convient, et peut-être que plus tard, peut-être dans un autre endroit, en dehors. S'il y a une amélioration. S'il y a une amélioration. S'il y a eu un expert en psychiatrie qui dit oui, effectivement, madame, que maintenant elle peut recevoir son fils et tout, elle est apte à recevoir son fils et puis le week-end et tout, là d'accord, je donne mon feu vert, tu le sais qu'il n'y aura jamais aucun problème de ce côté-là. Par contre, tant qu'il n'y aura pas d'expertise de fait, tant qu'elle ne se fera pas soigner, tant qu'il n'y aura pas tout ça de fait, il n'est pas question que tu la voies à l'extérieur du point de rencontre. Parce que j'estime qu'il peut y arriver n'importe quoi avec elle. J'en suis tout à fait J'ai pas une... Ah ouais, mais je sais que tu en es conscient, mais moi, j'ai pas une totale confiance en elle, pour l'instant. Ça, je suis désolé. Je sais pas qui elle fréquente encore, mais bon... C'est sur ça que je préfère... Ah, mais tout à fait, tout à fait. Dans un lieu de rencontre, comme ça. Tant que c'est qu'avec maman, ça va bien, quoi. C'est super bien. Mmh. Dès qu'on peut, dès qu'on sent que le gamin est en danger, qu'il a une vie exécrable, il faut vite l'enlever, et puis voilà. Ça te donne envie de fonder une famille quand tu seras plus grand? Bah, il va bien falloir. Tous les couples ne sont pas comme ça, heureusement. Mais oui, j'espère, je pense que je ne serai jamais comme ça. J'espère aussi, mon fils. Sinon, tu auras encore affaire à moi, hein. Même à 50 ans. Aujourd'hui encore, la vie de Pascal et de son fils reste dépendante des décisions de justice.
Accompagné de son avocate, il répond pour la 10e fois à une convocation du juge aux affaires familiales. Sylvie veut pouvoir changer de lieu de point rencontre et passer du temps avec Pierrot sans les contraintes d'un lieu surveillé. Monsieur demandait le maintien de ces modalités, à savoir toujours pendant 2 heures, un samedi par mois, sans possibilité de sortir. Vous, quelles sont vos demandes? Est-ce que vous êtes favorable à ce que propose monsieur dans son intégralité? Vous avez des demandes autres? J'ai la démarche de faire une demande de bilan avec un autre médecin. Une demande de bilan psychiatrique avec un autre médecin. Et afin de pouvoir vous présenter une demande de contre-expertise. Voilà, ultérieurement, pas aujourd'hui. Voilà, pas aujourd'hui. Voilà, et donc, c'est bien entendu d'être un peu libre de sortir avec Pierrot la journée, quoi, quand on se déplacerait aussi bien au cinéma à faire quelque chose. D'accord, donc cette demande, vous la feriez ultérieurement, après avoir consulté ce médecin, ou c'est quelque chose que vous demandez là aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien. Déjà, sortir du point rencontre. Admis, oui, c'était admis. D'accord. Donc que le droit de visite s'exerce en point rencontre, mais avec une possibilité de sortie éventuelle. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Est-ce que vous êtes suivi, vous, actuellement? Psychiatriquement parlant, non. J'ai changé de médecin traitant à médecin généraliste. D'accord. Pourquoi? Je veux dire, c'est que vous êtes dans le déni de ce qu'on vous dit, que vous estimez qu'il n'y a pas de difficulté, que... Pourquoi retarder cette prise en charge-là? Moi, je ne trouve pas la valeur. Pour envisager, pour vous, un élargissement de ces visites, dans l'intérêt de votre enfant, ce sera quand même un préalable nécessaire. On risque d'aboutir à une situation de blocage. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, que peut-être pour rassurer, on va dire, votre fils, rassurer aussi le juge, ce ne serait pas nécessaire de mettre en place ce suivi? Moi, je suis avec la demande d'un bilan, avec un autre médecin, psychiatre, donc, qui est mon commencement. Et en fonction de ça, je verrai. D'accord, bon, très bien. Donc, je mets ma décision délibérée au 20 janvier. Rendu en mars 2009, le délibéré contraint la mère de Pierrot à voir son fils dans le point rencontre de son choix, mais sans possibilité de sortie. Stéphane Ambry est un vieux routier des affaires familiales. Il exerce depuis 38 ans et a connu toutes les réformes autour du divorce, depuis le divorce pour faute jusqu'au consentement mutuel, voté en 2005 pour dédramatiser la procédure. Aujourd'hui, ses clients sont de plus en plus fréquemment des pères qui réclament une garde alternée des enfants, dans une société où dans 9 cas sur 10, l'enfant est confié à la mère. Est-ce que la justice fait confiance au père? Je ne répondrai pas trop vite. Le père doit faire ses preuves. Voilà, ça c'est la réalité. Le père doit faire ses preuves alors que la mère n'a pas à faire une quelconque preuve, elle a un présupposé acquis. Alors on part d'un a priori culturel qui est vieux comme le monde, n'est-ce pas ? Qui est en plus beaucoup plus actif, ce présupposé, dans la société méditerranéenne, dont nous sommes évidemment issus, c'est le matriarcat. Voilà, c'est la mère qui s'occupe de la maison à l'intérieur et des enfants. C'est sa propriété, c'est son domaine. Voilà, l'homme est à l'extérieur. Ça, c'était un modèle qui tend petit à petit à s'effriter, d'accord, mais qui est quand même en référence majeure. C'est une référence majeure pour chacun de nous, Réunion entre juges, submergés par les affaires, ces instants sont rares et précieux. C'est l'occasion pour le président de Blaye de Gay de faire un point sur leurs conditions de travail, sur les dossiers. Le constat est édifiant. Hier, je crois que les justiciables ont dû se rendre compte que j'étais fatiguée parce qu'il y en a un auquel j'ai posé 2 fois la même question à 30 secondes, en 30 secondes de distance. Donc il a bien vu effectivement que on perd sa capacité de concentration parce qu'on est plus fatigué. J'ai calculé qu'on en est à 60, enfin moi j'en suis à 70 à 75 heures de travail par semaine. On ne peut pas avoir une qualité d'écoute et une qualité de travail satisfaisante avec un tel rythme. Après, on a tous ceux qui nous attendent après. Sans compter que sur ces dossiers-là, je trouve que c'est très délicat.
parce qu'il y a des enjeux humains sur les tentatives de conciliation, où moi j'ai souvent des gens, le conjoint qui subit un petit peu la procédure, qui est dans le bureau, qui craque. Et on peut pas, moi je peux pas le mettre à la porte, quoi. Je prends 5 minutes avec lui, j'attends qu'il aille mieux. Mais non, mais c'est évident, mais c'est du temps aussi. On dit bon, voilà, reposez-vous, essayez de vous calmer. On peut pas humainement dire à la personne bon allez hop, c'est bon, allez, vous allez dehors au suivant. C'est pas possible. Et je veux dire que lorsque moi j'entends qu'il faut qu'absolument les juges aient une bonne image auprès de la population, mais c'est vrai qu'avec le travail que l'on a, avec le temps qu'on peut leur consacrer, c'est un miracle qui n'est pas une image bien plus déplorable que celle qu'ils ont, parce que les conditions dans lesquelles nous les recevons sont catastrophiques. Enfin, moi je trouve que c'est épouvantable. Civils, magistrats, avocats réclament plus de juges pour faire face aux procédures qui se multiplient. La justice française a un budget totalement indigne de la France. Indigne. Nous sommes en 25e position sur 27 au niveau des pays européens. Alors ça, vous l'avez écrit dans tous les journaux, la commission Outreau l'a mis face à la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque cruellement de moyens. Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, 2 fois plus de magistrats pour des populations identiques. 2 fois plus de magistrats. On ne peut pas demander à 2 fois moins de magistrats avec 2 fois moins de budget de faire 2 fois mieux. Ça n'est pas possible. Même si elle est en sous-effectif, la machine judiciaire tourne à plein régime. Nous sommes au premier étage du tribunal, celui des salles d'audience. Une fois par mois, les juges aux affaires familiales siègent ici pour des affaires comme les adoptions et les changements de prénoms qui doivent être plaidés devant une véritable cour comprenant magistrats et procureurs. Régis est convoqué au tribunal pour la première fois. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Alors, vous êtes monsieur Régis Dafos, né le 7 février 1966 à Bordeaux. Et monsieur, vous m'avez saisi parce que vous désirez que le prénom de Régis soit supprimé et qu'il soit remplacé par ceux de Angela et Julie. Alors, de telle sorte que les prénoms de Régis et Alain qui sont sur votre état civil, que vous soyez maintenant, vous prénommiez Angela et Julie. Régis est transsexuel. Depuis 3 ans, il suit un programme médical pour changer de sexe. Voilà, mes anciennes photos. Ça date de... ça, c'était sur mon passeport, donc ça va faire un moment. Tu te souviens? Oui, ça va faire 6 ans à peu près. Regarde. Ancien moniteur de fitness, Régis a été marié pendant 13 ans avant de divorcer et d'avouer à sa mère son mal-être d'habiter un corps d'homme. J'ai une photo sur un bateau qui est très bien. Tu te rappelles? C'est un beau garçon, ouais. Michel, sa mère, se souvient du jour où son fils lui a annoncé sa décision de devenir une fille. Ça fait toujours mal, c'est toujours très difficile. C'est viscéral, complètement viscéral. Mais on essaie de les accompagner, on essaie d'être là. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? C'est inexplicable. De l'avoir mal construit, je crois. D'avoir fait une erreur dans ce qui est pour une femme presque l'essentiel de sa vie. Et puis après, qu'elle soit confrontée à tous les problèmes inhérents à cette situation. Et Dieu sait s'il y en a des problèmes. Pour moi, ça sera une naissance. C'est-à-dire qu'à la limite, je le
concevrai comme si j'avais dû naître comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaierai pour moi, les 43 ans de ma vie seront totalement effacés et je repartirai comme si j'avais 0, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais pour moi, personnellement, je le ressens comme ça. Il y aura quand même tu ne pourras pas tout effacer, et tu auras des souvenirs, et tu te souviendras que tu n'as pas toujours été fille. Je crois qu'on peut pas, c'est comme moi, je t'accepterai comme fille, mais je ne pourrais pas effacer que tu as été un garçon pendant 43 ans. Pendant 40 ans, c'est pas possible. Personnellement, je ne peux plus, bon, il m'arrive de dire encore il à la place de elle, par contre, je ne peux plus l'appeler Régis. Comme j'ai écrit un petit peu, Régis, la silhouette de Régis, ou l'image de Régis devient floue, plus floue, alors que celle d'Angela se précise, quoi. C'est une impérieuse nécessité qui s'impose à Angela Dafosse. Pour changer de prénom, il faudra convaincre le tribunal de la solidité psychique d'Angela et du sérieux de son projet. La demande d'Angela Dafosse est motivée par le syndrome de transsexualisme que celle-ci présente. Je crois que nous rentrons intégralement dans les critères de l'article 60 du Code civil qui vous permettent de faire droit à la demande d'Angela Dafosse. Alors, petite information qui est de dernière minute, c'est qu'une opération peut être envisagée, alors la date n'est pas fixée, me semble-t-il, au mois d'avril. Peut-être opération, en tout cas, le processus serait lancé avec le chirurgien plasticien qui, pour l'instant, doit rencontrer Angela Dafosse. Voilà pour mes observations. Je vous remercie. Monsieur, donc je vous appelle monsieur parce que juridiquement parlant, ce qui est en jeu, c'est votre changement de prénom, mais à l'issue de cette audience, quel que soit le prénom que vous porterez, vous serez toujours monsieur. Il faudra après qu'il y ait une autre procédure pour qu'il y ait un changement d'identité. Cela se fera uniquement une fois que l'opération a eu lieu. Donc c'est la raison pour laquelle je vous appelle ainsi. Je voudrais savoir, donc vous avez 42 ans. Je viens d'en avoir 43 le 7 février. 43 même, et voilà. Et je voulais savoir, à partir de quand, comment est-ce que cela s'est manifesté et comment est-ce que vous avez, comment est-ce que ce passage s'est effectué et à partir de quand votre entourage a-t-il perçu cela? Bon, c'est moi qui ai eu ces sensations, disons, de mal-être de tout à jamais, même durant mon enfance, où en fait j'ai toujours été à la recherche d'une nouvelle identité de mon corps. Je recherchais toujours cette identité-là à changer. Moi, je me souviens, étant tout petit à cette époque-là, quand j'allais faire mes courses avec ma mère, j'étais toujours attiré vers tout ce qui était rayon plutôt féminin que masculin. Comme je dis souvent, mon cerveau n'a jamais été en équation avec mon corps. C'est-à-dire que j'avais un raisonnement au niveau de mon cerveau qui résonnait en fille ou en femme, si vous voulez, mais mon corps ne suivait pas, parce que j'avais le corps d'un homme. Et ça a toujours été un refus. Bien, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Madame la procureure. Oui, Monsieur le Président, vous présidez une chambre, la chambre de la famille, qui est une chambre particulièrement riche sur le plan humain. Et je crois qu'aujourd'hui, l'audience en chambre du Conseil que vous présidez, que vous tenez, en est la parfaite illustration. On est effectivement dans le cadre d'une requête que nous voyons, j'allais dire de façon régulière, pas souvent, mais régulière. Là, et je l'ai dit dans mes réquisitions écrites, vous avez un dossier très complet, où effectivement, bon, vous avez d'abord les éléments médicaux, et vous avez également, et ça je crois que c'est un élément très important par rapport à la jurisprudence, à savoir comment est-ce que M. Davos est perçu socialement. Ses amis, son entourage, sa famille. Alors vous avez cette lettre particulièrement émouvante, hein, moi j'ai trouvé qu'elle était très émouvante, cette lettre de la mère de M. Davos, qui a pris conscience effectivement de ce qu'était son fils, qui est devenu une fille, qui est une fille. Donc c'est pour cela que j'ai mis un avis non opposé à ce changement de prénom, et je m'en remets bien sûr à votre appréciation, qui est toujours très juste et sage. Je vous remercie, Madame la procureure. Je pourrais rajouter quelque chose par rapport, si vous voulez, à ce changement de prénom, comme j'ai pu le stipuler aussi, c'est qu'il arrive un moment, si vous voulez, où en fait pour moi c'était très important de changer de prénom.
Parce que si vous voulez, dans la vie quotidienne maintenant, bon, partout où je passe, que ce soit dans des grandes surfaces ou lors de différents paiements que je peux faire, on me demande évidemment bien souvent la pièce d'identité. Bon. Alors quand on vous demande votre pièce d'identité, quand on vous dit bonjour madame à la caisse, vous montrez votre pièce d'identité, monsieur Dafos Régis. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a un regard, si vous voulez, un peu inquisiteur, je vais dire, de la part des personnes, sans que ce soit un regard méchant. Mais à chaque fois, bon, c'est un peu délicat. Moi, combien de fois je me suis trouvé en sortant mon dossier médical en leur disant, bon voilà, je vais vous expliquer. Bon, on n'a pas toujours forcément envie de raconter notre vie. Voilà. C'est pour ça que le but de changer de prénom, pour moi, est essentiel maintenant. Parfait. Je vous remercie en tout cas de votre témoignage. Bien. Lorsqu'on entend cela, c'est vrai que ce que je pense, c'est surtout de dire qu'il y a des gens qui ont un destin plus lourd que d'autres. Est-ce que ça peut vous faire culpabiliser si jamais vous ne répondez pas à cette attente? Non. Non, parce que... enfin, non. Je veux dire que je ne suis pas... je suis juge, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Mon métier n'est pas de faire en sorte que les gens aillent mieux. Il est de trouver des solutions, de trouver une réponse juridique adaptée à un problème humain. Oups, ça a tombé. Oui, donc hier, j'ai eu l'avocat. Oui. Et donc, il n'avait toujours pas de réponse, de résultat définitif. Donc, il m'a dit, dès que je l'aurai, bon, je vous appelle. Mais a priori, bon, c'est ce que je vous ai dit, normalement, il n'y a pas de souci. Au chômage, depuis qu'il a décidé de changer de sexe, Régis ne vit plus que dans l'attente du jugement. C'est pas grave. On arrive en fait à un stade de l'évolution, là où j'en suis actuellement. C'est vrai que si réellement j'avais un refus de ne pas pouvoir avancer maintenant, je peux pas te dire, je peux pas dire ce que j'envisagerais. Honnêtement, je peux pas. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas. Donc, il faut que ce soit positif. Sinon, j'en sais rien. Non, enfin, moi, je l'envisage même pas. Je l'envisage même pas. Ah non, me fais pas ça. Ah non, c'est pas photogénique. Du tout, du tout, du tout. 2 mois plus tard, en avril 2009, le président Olivier de Blaye a statué. Régis Alain s'appelle dorénavant Angela Julie. Au tribunal de grande instance de Bordeaux, on ne s'occupe pas que d'histoires de famille françaises. Et les juges sont parfois amenés à traiter d'affaires familiales dépassant les frontières. Les histoires de couples qui se déchirent d'un pays à l'autre font la une des journaux. Certaines sont médiatisées, la plupart restent discrètes. Nous sommes à Grain. Cette famille anglaise est installée en Dordogne depuis juin 2008. Michel et ses 3 enfants sont britanniques. Jack et Oliver sont nés d'un premier mariage, Tiffany d'un second. En quittant la Grande-Bretagne pour s'installer en France, Michel omet de prévenir le père de ses 2 fils aînés. Depuis, elle est accusée d'enlèvement international d'enfants et sommée de se présenter devant la justice. You know where you're going to in 1 hour? Yeah. So what's happening? We're going to Bordeaux. I don't really know. We're going to Bordeaux to go to the court. We're going to Bordeaux. To Bordeaux to do what? We're going to go to the court. And that's it. Because our father is demanding us back to England. Yes, our father's done. Not your father. Their father is demanding them back to England. And you want them back to England too? You want them to go? No, I want Jack and Ollie to stay here with me.
On s'est séparés il y a 10 ans maintenant, et il a toujours pu voir les enfants. Je ne comprends pas. On a simplement déménagé en France. Et en fait, ça ne lui prendrait pas plus de temps de venir nous voir ici, puisque c'est à 1 heure d'avion, que d'aller en Écosse ou au nord de l'Angleterre. Ça lui prendrait le même temps en voiture ou en avion d'aller en Écosse ou dans le nord de l'Angleterre, mais là ce serait légal, simplement parce que je serais encore sur le territoire de Grande-Bretagne. Pour cette audience où il doit statuer sur un enlèvement international d'enfants, le juge Olivier de Blaye revêt sa robe de magistrat. Tout un symbole. La loi risque de s'appliquer dans toute sa sévérité. 15 h, premier étage du tribunal. Fraser Rhys Clark, l'ex-mari de Michel, a traversé la Manche pour assister à l'audience. Aucun des 2 ex-époux ne parle français. Ils seront assistés sur demande du juge d'un traducteur assermenté. Je ne pensais pas qu'il serait là. Et en plus, il parle avec le traducteur qui devrait pourtant être neutre, comme s'ils étaient en conciliabule. Donc là, pour l'instant, je dois dire que je me sens un peu désavantagée. Ça me gêne beaucoup. Madame Isabelle Delacqui est procureure de la République. Elle représente ici la justice britannique qui a porté plainte pour enlèvement d'enfants. Sur le retour ou sur le non-retour d'ici. Ce sera au juge de Blaye, en application du droit international et des accords européens de 2003, de décider si le retour des enfants en Grande-Bretagne représente pour eux un quelconque danger. Bien. Monsieur Clark. Started to go wrong around May time. À partir de mai dernier, mai 2008, les choses se sont très détériorées. I was not seeing Jack and Oliver as often as I wanted. Je ne voyais pas les enfants assez souvent à partir de mai 2008. And in a conversation, a text conversation with my younger son Oliver. With the SMS. Yes. I found out that he's actually going to school in France. À travers les messages SMS avec son enfant, il a appris que son fils il est en France. Bien. Une seule question, monsieur. De 2005 à 2008, vous avez vu vos enfants dans quelle régularité? Between 2005 and 2008, you met your children. How many times? It was regularly? Yes, it was. Yes, it was. About every 3 weeks. Tous les 3 semaines. Je vous remercie. Madame, est-ce que vous pensez que le père des enfants est dangereux pour eux? The question is that, do you think that the father of children is dangerous for them? No. Non. It's not dangerous for them. D'accord. Il ne présente pas de danger. Est-ce que monsieur a eu un contact avec ses enfants entre 2005 et 2008? Did he contact the children between 2005 and 2008? Yes, initially he made regular contact. Au début, c'était des contacts, des visites régulières. But after some time, it's waned. Après quelque temps, ça a été ralenti. I have nothing against Mr. Clark. He can see them whenever he wants. I had no problem. J'ai rien contre ça, mais il était libre de le faire, mais il n'a pas pris son temps pendant des semaines de passé. Il n'est pas venu le voir. Quand est-ce que vous avez décidé de venir en France? When did you decide to come to France? About
about June last year. June. En juin 2008. I asked Jack and Ollie, the boys. I gave them the choice. I said, we're going to go to make a go of it in France. Okay, make a life in France. Elle a demandé leur avis s'ils veulent bien vivre en France. And I gave them the choice. I said, it's up to you. Et je leur ai donné le choix de faire ça. I said, you can live with Mr. Clark, their father, or they can come to France with us. They give them the choice. Elle leur a donné le choix de soit de rester avec leur père, soit de venir avec elle en France. Because children don't have a mind of their own, do they? Le problème, je ne sais pas si ce que vous avez compris, il y a une loi. Et cette loi prévoit que vous devez avoir soit l'autorisation du père pour quitter le territoire, ou autrement une autorisation du juge anglais. Voilà véritablement la question. Il y aurait la possibilité éventuellement d'aller voir un médiateur qui parle anglais de façon à ce que vous puissiez voir si un accord peut être trouvé et comment vous allez résoudre vos relations parentales. Can I say something? Elle voudrait dire quelque chose. I want to be friends with Fraser, okay? And I'm sorry I didn't tell you we'd gone to France, but I really didn't think you were bothered. Now, I just want to put this behind us. That offer is still open for you and your wife to come over. You're very welcome to visit anytime. You've got the opportunity. Elle lui refait la proposition de venir visiter, le voir avec sa femme. Pour l'instant, je souhaiterais une réponse. Je souhaiterais une réponse aux questions que je pose. I'm going to suggest to Fraser now, you and I now go for a beer. Elle voudrait juste à titre personnel et lui dire ça. Je voudrais d'abord moi une réponse aux questions que je pose. Ensuite. Could you reply to this question, to the question of the judge? Voilà. Mr. Clark, could you reply to the question of the judge? We could be friends here. We could have a good future, all of us. You know, you can come out and bloody stay with us. We don't mind. Steve was like putting his hand out at one point, saying, "Let's come over. Let's be friends. Come and stay. We've got plenty of room." Madame, je souhaiterais tout simplement savoir. Alors, à titre personnel. Sur la médiation. Monsieur, je souhaiterais. Est-ce que je peux avoir une réponse à la question posée? Voilà. Est-ce que vous voulez une médiation ou est-ce que vous n'en voulez pas? Très bien. Madame, est-ce que vous désirez qu'il y ait une médiation? Très bien, je suis très heureux de voir qu'il y a une réponse. D'abord, c'était des justiciables qui s'exprimaient dans une langue étrangère, qui n'avaient pas d'avocat, donc qui n'avaient aucune connaissance de de la manière dont se déroulaient les choses, de ce que j'attendais d'eux. Et donc c'est extrêmement difficile pour eux. Après l'audience et autour d'un café, Fraser et Michel ont réglé eux-mêmes leurs différends. Fraser a retiré sa plainte, le juge de Blaye n'a pas eu à statuer. Les enfants resteront en France. Bon appétit. At the very end, Finalement, on s'est arrangé entre nous, juste parce que je lui ai dit « Bon, Fraser, allez, on va boire un café ». On est allé au café avec les enfants, on a discuté, on s'est excusé, on s'est dit « Soyons amis et réglons les choses ensemble ». On s'est pris dans les bras, il est parti. On aurait dû faire ça depuis longtemps sans passer par la justice. C'est ridicule et c'était vraiment pas nécessaire. Nous sommes adultes, on devrait savoir régler ça. Ce serait tellement plus simple de pouvoir se parler en tenant la justice à distance. Ce qui avait commencé en rêve ne se terminerait peut-être pas en conflit. On apprendrait à se séparer, sans guerre, sans chagrin, sans enfants blessés. Mais en attendant ce monde idéal, les juges essayent encore et encore de faire correspondre des textes rigoureux au chemin tortueux de la vie privée. Je trouve qu'il faut essayer de poser, on va dire, des rustines là où ça ne va pas, et d'essayer de faire évoluer ses parents vers ce qui serait bien pour leurs enfants, mais il n'y aura jamais de modèle idéal. Et je trouve que c'est ça ce que ça nous enseigne.
C'est qu'il y a plein de possibilités. Je remarque, je veux dire, avec petit à petit l'expérience que j'ai, que lorsque le justiciable a l'impression d'avoir été écouté, il a non pas l'impression que justice a été rendue, mais il a au moins l'impression qu'il a été entendu et que donc une décision, même si elle n'est pas celle qu'il désirait, il sera davantage à même de l'apprécier. On apprend l'humilité et la patience. Je crois que quand on est juge, il faut avoir bien conscience que l'on est là pour aider les gens. On est là pour prendre des décisions qui vont les aider, on l'espère, qui vont aider leurs enfants. Mais on ne prend pas forcément toujours la bonne décision du premier coup. C'est ce que l'on voit parfois lorsque on revoit les dossiers qui reviennent devant nous. Par exemple, on prend une décision et 6 mois après, le dossier revient. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, en tout cas, dans la décision. Et puis, on apprend aussi qu'il faut de la patience parce que pour aider les gens à régler leurs conflits, leurs problèmes, bien, ça ne se fait pas le temps d'une audience. Ça ne se fait pas non plus forcément le temps d'un jugement. Il faut du temps au temps pour que la justice se fasse, je crois, de façon sereine et correcte. Oh.